Cette émission est sponsorisée par NordVPN. Un VPN est un outil important pour votre vie en ligne puisqu'il permet d'y chiffrer votre activité. Entre autres, ça va modifier votre adresse IP et par extension, invisibiliser vos données personnelles. Comme le fait que vous avez regardé 4 fois Rebel Moon. C'est ce que j'ai fait pour écrire cette vidéo et j'en suis pas fier. Pourquoi je le dis du coup ? Il y a aussi les fonctionnalités habituelles avec par exemple le grand classique, vous connectez comme si vous étiez dans une zone géographique différente afin soit de profiter de vos contenus français, type MyTF1 ou MyCanal, lorsque vous êtes en voyage, soit pour profiter de contenus qui seraient bloqués en France. Tenez, petit bonus, j'ai appris qu'il n'y avait pas de pub sur YouTube en Albanie. J'ai pas envie de cracher dans la soupe, mais du coup, vous savez quoi faire si vous voulez être un peu plus tranquille. Mais NordVPN, ce sont plein d'autres outils, notamment avec sa fonctionnalité de protection anti-menace, qui agit même si le VPN n'est pas actif. Il vous protégera des trackers qui récoltent vos données à des fins commerciales, mais aussi des sites malveillants et des publicités invasives. Ça vérifiera également les fichiers que vous téléchargerez et les effaceront immédiatement s'ils sont infectés par un virus, avant qu'ils puissent s'attaquer à vos appareils ou vos données sensibles. Il y a la fonctionnalité Dark Web Monitor qui permet de scanner le Dark Web et de vous alerter en cas de fuite de vos identifiants, NordPass qui vous permet de stocker et générer des mots de passe complexes pour plus de sécurité, et si on ajoute à ça que vous pouvez installer l'application sur 10 appareils en simultané, que demande le peuple? Un bon film de Zack Snyder peut-être? Oui, bah non, faut pas abuser. En cliquant sur le lien dans la description, nordvpn.com/nexus6, vous pourrez bénéficier d'une offre exclusive. 4 mois offerts sur tous les abonnements de NordVPN de 2 ans. Vous payez l'année en une seule fois, mais ça revient à 2,91 € par mois. Et de toute façon, NordVPN a une politique de test sur 30 jours, donc si vous n'êtes pas satisfait lors du premier mois, vous serez totalement remboursé. Et maintenant, votre émission. Soleil sur vous, citoyennes et citoyens. Bienvenue sur le Nexus 6. Je suis le capitaine. Ça va faire bientôt 10 ans que je vous parle de science-fiction. Ça passe vite, je sais. Et si le temps a des effets notables sur le physique, surtout capillairement parlant, il en a aussi sur l'esprit, la pensée, l'essence, le vif, diraient certains. Et force est de constater qu'au fur et à mesure des vidéos, ma manière d'aborder les œuvres de SF a quelque peu évolué. Au début, le jugement, et le ton allait avec, se voulait incisif, sans concession. Aujourd'hui, George Lucas est vieux! La fougue de la jeunesse, pourrait-on dire, mais je n'étais déjà plus si jeune. En tout cas, soit on était dans une négativité gueularde, on est en train d'échouer en tant qu'espèce, soit dans une passion absolue pour l'œuvre traitée. Un traitement qui a connu des évolutions avec le temps, pour une raison très simple, que j'avais abordée dans l'épisode 9 sur Avatar, c'est qu'au fur et à mesure de l'avancée de Nexus 6, j'ai constaté ce que c'était que de créer des choses, et la difficulté que ça pouvait représenter. Surtout, j'ai remarqué à quel point il était difficile de donner fidèlement vie à sa propre vision, et de la faire comprendre aux autres. Il y a tellement de contraintes. Pourtant, sur Nexus 6, on est assez libre. Mais même là, c'est une épreuve. Alors j'ose même pas imaginer dans un système de production qui doit absolument générer des bénéfices, et où les producteurs, les financeurs, et même les marketeurs peuvent venir donner leur voix au chapitre lors du processus créatif. Et c'est l'un des principaux changements que j'ai opéré dans mes analyses. Au début, j'avais tendance à attaquer directement les personnes derrière les œuvres. Alors qu'aujourd'hui, j'aurais plus tendance à critiquer le système qui a amené à leur naissance. Dans une certaine mesure, on pourra toujours critiquer celles et ceux qui auront eu toute la latitude artistique possible. Mais même eux sont au final déterminés par un ensemble de facteurs. À titre d'exemple, la prélogie de George Lucas que je critique souvent, et qui est bien l'expression de sa vision, on ne peut le nier, eh bien elle est aussi le résultat d'une aura mythique acquise au fil des années par la franchise et son créateur. Cela aura déterminé tous les défauts des épisodes 1, 2 et 3 de la saga. Et ça, c'est pas sa faute à Georgie. En ayant créé et en ayant vu d'autres gens créer autour de moi, je suis tout simplement devenu plus empathique. Et j'ai aujourd'hui beaucoup plus de mal à être aussi vindicatif qu'au début. Non, en fait, c'est pas que j'ai du mal, c'est que ça m'intéresse plus vraiment. J'essaye donc de faire preuve d'un peu plus de nuance, chose trop rare sur le web et qui du coup peut être mal comprise. Récemment, je l'ai remarqué dans la vidéo sur la série Fallout. J'avais dit très clairement, à plusieurs reprises, que j'avais trouvé la série sympa, et que j'avais passé un bon moment même. Ah d'ailleurs, petit aparté, j'espère que vous êtes pas là pour mon avis sur les œuvres traitées. Que j'aime ou pas quelque chose, ça n'a aucune espèce d'importance. Mon opinion a autant de valeur que la vôtre. Si tant est qu'elle soit argumentée et réfléchie, tout de même. Faut pas déconner. Non, l'important c'est le processus intellectuel et émotionnel qui m'a amené à cette opinion. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est de voir si parmi vous, il y en a qui ont eu le même cheminement, mais pour un résultat différent. Mais bref, revenons à notre sujet. Malgré le fait que j'avais dit apprécier la série, de nombreux commentaires me trouvaient trop dur avec elle, voire épiloguaient sur le fait que je n'avais pas aimé. Chose qui m'a étonné, car j'avais eu le sentiment d'être plutôt juste et posé sur cette analyse. Alors oui, concernant les défauts, le ton était un peu vindicatif, c'est vrai. Mais fond et forme sont deux choses différentes. Puis quant au style, vous me connaissez. Mais ce n'est pas parce que j'ai passé un bon moment que tout est parfait, et que je ne vais pas m'énerver sur les aspects qui me paraissent plus négatifs. Surtout des aspects qui desservent la série à mon sens, et sont dus à une édulcoration totale du propos que ce système de production lisse et sans prise de risque ne veut pas laisser passer. C'est ce qui me retourne le plus le bide ces derniers temps. Et s'il y a des pistes d'amélioration, il faut les souligner, d'autant plus si l'on aime un univers. Parce que c'est
ça, aimer, dans l'art comme dans la vie d'ailleurs. Aimer, ça ne consiste pas à brosser dans le sens du poil. C'est aussi révéler le mauvais pour encourager l'amélioration. Et si j'ai pu être un peu dur avec Fallout, c'est par amour, tout simplement. Mais blague à part, j'ai l'impression que cette prise de distance par rapport à sa propre expérience, on la comprend peu aujourd'hui. Le moindre brin d'émotion ressentie fait ressortir des torrents de passion, tout est soit merveilleux ou horrible, pour des choses qui, soit dit en passant, sont souvent à peine potables ou tout juste correctes. Et si on assène ses opinions avec véhémence, comme je le fais souvent, la nuance exprimée par les mots, elle, semble disparaître aux yeux et aux oreilles du public. Je me pose donc humblement cette question. Aujourd'hui, devant vous, comment faire ? Ouais, comment faire ? Comment faire, hein, pour parler avec nuance de Rebel Moon, alors que c'est nul à chier, et que ça concentre tout ce qui ne va pas dans la création audiovisuelle actuelle. Non, c'est même pas nul à chier, c'est insignifiant, ça n'apporte rien. Mais c'est fou, comment ils ont pu laisser passer ça, bordel ? Aujourd'hui, Rebel Moon partie 1 et 2. C'est LE projet de science-fiction de Netflix de 2023-2024. Un projet que j'attendais impatiemment. Une grande fresque de space opéra en 2 parties. Un univers original qui n'est pas l'adaptation de quoi que ce soit. Des visuels étranges qui me donnaient espoir en quelque chose d'un peu différent de ce qu'on voyait à l'époque. Et aussi la fameuse carte blanche que Netflix aurait accordée au réalisateur Zack Snyder. Sachez que je ne déteste pas Zack Snyder. J'ai un souvenir nébuleux de son Armée des Morts, j'aime beaucoup 300 et Watchmen, j'ai pas vu Le Royaume de Ga'Hoole, et j'avais trouvé Sucker Punch assez médiocre. J'ai rien contre son Man of Steel, Batman vs Superman, je déteste pas, Justice League, quelle que soit la version, c'est compliqué. Et Army of the Dead, c'est... oubliable. Du bon, du moyen et du mauvais, on reste sur un constat général relativement mitigé au niveau artistique. Mais je dois avouer que j'ai une forme de tendresse régressive pour Snyder. Le même type de tendresse que je vais avoir pour un Michael Bay, par exemple. Hi, I'm Michael Bay. Des gens qui font des films boursouflés, beaufs, pleins de défauts, mais qui les font avec le cœur. Notamment continuer à faire péter de vrais trucs à l'ère du numérique photoréaliste, juste pour le plaisir. Des faiseurs, quoi, qui travaillent avec plaisir et sans cynisme, en tout cas c'est l'impression que j'ai. Et voilà Zack, qui débarque avec ce film qu'il espère faire depuis la fac. Un projet de longue date, donc, mais préféré, parce qu'ils sont souvent révélateurs de l'artiste, ils renvoient à l'époque où ils étaient peut-être encore un peu ingénus face aux turpitudes du système de production, justement. Rebel Moon, l'enfant du feu, et Rebel Moon, l'entailleuse, nous envoient dans un futur lointain, où le monde mère a étendu son empire dans toute la galaxie par la guerre. Mais alors qu'un tournant semblait s'annoncer, suite à la découverte des pouvoirs de guérison de la princesse Issa, la famille royale fut assassinée par un politicien ambitieux, le sénateur Balisarius. C'est alors que Rebel Moon commence, un récit épique, grandiose, qui n'a rien à envier au classique du space opéra. Non, pas du tout. Bienvenue dans la petite communauté agricole de la Lune Velt. Il y fait bon vivre, et les gens y vivent l'existence simple, mais heureuse de celles et ceux qui travaillent la terre de leurs mains. C'est alors qu'un méchant vaisseau de l'Empire, commandé par le vil amiral Atticus Noble, prend en otage le village, leur intimant l'ordre de leur livrer tout leur blé sous 10 jours, sous peine d'être exterminés. Oui, du blé, ou de la farine. C'est plus ce que c'était les empires galactiques. Les villageois, terrifiés, s'en remettent alors à Cora. Arrivée récemment dans le village, elle se révèle être une ex-guerrière mythique de l'Empire qui a fui pour oublier les affres de cette galaxie en conflit. Elle va donc partir à la recherche d'autres guerriers, afin de l'aider à protéger le village, les trouver, revenir sur Velt, organiser sa défense, tuer l'amiral à tête de con, et promettre une suite. Enfin, eh ben, tout ça pour ça. 256 minutes, 4 heures, 16 minutes de film pour nous proposer le récit le plus basique, le plus désuet, le plus chiant de l'histoire du space opéra. C'est un tel marasme créatif qu'au début je voyais même pas ce que je pouvais dire dessus. Qu'est-ce qu'on peut tirer d'une expérience telle que Rebel Moon ? Bah dans ces moments-là, faut revenir aux bases. Donc allons-y. À mon sens, une œuvre peut plaire ou décevoir sur 3 grands domaines. Le domaine du goût, éminemment subjectif et propre à chacun. Le domaine que je qualifierais de technico-artistique, qui pourrait paraître subjectif également, mais qui ne l'est pas en ce sens où dans tout art, il y a des codes, une grammaire, des standards de qualité qui doivent être respectés un minimum pour accoucher d'une œuvre correcte. Les transgresser, ça peut être un choix artistique, mais clairement, je pense pas que ce soit le cas ici, donc on va mettre cet aspect de côté. Et enfin, le domaine de la philosophie même du projet, sa raison d'exister. Voyons comment Rebel Moon se débrouille. Dans le domaine du goût, ça va aller plutôt vite. Je trouve que tout est plutôt moche. Et c'est vrai qu'avec Snyder, surtout lorsqu'il n'a pas un matériel de base adapté, bah c'est moche. Je suis désolé, je trouve pas ça beau. L'étalo est dégueulasse, les choix des couleurs, des textures, de tout sont à chier, et c'est désespérant, parce que les trailers m'avaient fait espérer un peu à ce niveau-là. Notamment avec un détail, ces enluminures que l'on voit sur les armures des soldats ou sur les robots. Certains costumes aussi. J'avais l'impression qu'on allait me proposer quelque chose d'un peu radical, qui change. En fait, j'espérais un effet un peu similaire à ce que m'avaient fait les Necromongers dans les chroniques de Riddick. Mais là, rien. Ça fait faux, on n'y croit pas. Et puis, il y a le jeu d'acteur. Bon, ils savent chialer lorsqu'il le faut,
bravo. Mais alors sur le reste, c'est affligeant. On n'y croit jamais, ça cabotine ou ça sous-joue, c'est selon. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est très mal dirigé. Et j'en suis navré pour certains comédiens présents. J'ai toujours adoré Jimon Unsu, j'aime bien Sofia Boutella qui a réussi l'exploit d'être la seule chose correcte de la catastrophe qu'est Star Trek sans limite, et j'aime bien Charlie Hunnam. Bah cette fois tout le monde joue comme des chèvres. Merde, même Anthony Hopkins qui fait la voix du robot n'arrive pas à relever le niveau. C'est dire. Je ne vais pas explorer davantage ce domaine, comme je l'ai dit, on est ici dans le subjectif, et ça n'est pas le plus intéressant. On en arrive donc au domaine technico-artistique. Et là aussi, rien ne va. Parlons déjà de l'écriture. Une bonne histoire explore ses personnages, nous montre leur évolution. Et pour ce faire, eh bien faudrait éviter d'en mettre une 60aine. Parce qu'au bout d'un moment, bah tu peux pas tous bien les développer. Et vas-y que le général Titus a été trahi, et vas-y que Némésis a vu son village détruit et a juré de se venger. Ah mais l'autre barbare de service là, bah en fait c'est un prince, et lui c'est sa planète qu'il veut venger, etc. etc. Déjà tout ça c'est des poncifs 1000 fois vus et revus, ce qui n'est pas un problème en soi. Mais lorsque tu as carte blanche et du budget, bah la moindre des choses, c'est de te creuser un peu plus la tête. Et puis le véritable souci, c'est que ces origin stories, on nous les montre que par le biais de flashbacks. Et pas une fois, de nombreuses fois, et des fois même plusieurs pour un seul personnage. Les flashbacks, ce sont des parenthèses, une pause dans la narration. Un procédé pratique qui a son intérêt, mais pas quand on l'utilise ad nauseam, où là il devient un artifice pour cacher la misère d'une écriture sans génie. Emballé c'est pesé, je présente les traumas de mes personnages, non pas grâce à la mise en scène ou à leur attitude tout au long de l'histoire. Non non non, tout ça c'est compliqué et les gens n'y comprennent rien. Hop là, de bons gros flashbacks qui tâchent et c'est réglé en 5 minutes. Sauf qu'au final, on s'en fout un peu de tous ces gens. Quand Némésis meurt, mais on s'en bat les couilles. Pourtant on essaye de nous tirer les larmes avec cette amitié qu'elle a créée avec un gosse en 30 secondes, mais c'est encore pire. Il y en a trop et tout le temps. S'il y avait juste eu moins de personnages, ça aurait été plus efficace. Pourtant, il y a des petits moments, ça et là, qui sont pas inintéressants. Comme cette scène là où Atticus se tape un poulpe de l'espace. Du sexe interespèce. Là, je dis oui. Là, on touchait un début de quelque chose, qui nous en apprenait plus sur l'intimité de ce personnage de méchant, qui était très classique par ailleurs. Mais c'est trop peu. Bon, et sinon, la réalisation est dégueulasse. Pourtant, je l'ai connu plus inspiré. Mais là, les effets spéciaux sont ratés, ou pas finis, je sais pas. Bon, pas tous, c'est vrai. Mais je considère qu'avec le budget et le tampon de Netflix derrière, t'es censé rendre une meilleure copie. Surtout quand des chaînes YouTube indépendantes arrivent à faire mieux. Suivez mon regard. Mais il y a une chose que je pardonne pas à ce film, c'est les scènes d'action. Elles sont juste pas bonnes, mal montées, avec une utilisation abusive du gimmick ultime de Snyder, les ralentis. Perso, j'ai rien contre ces ralentis. J'irais même jusqu'à dire que je les aimais dans 300. Bon, à force ils ont été caricaturés, et c'est de bonne guerre. Mais à mon sens, ils étaient parfaitement justifiés dans ce film, du fait du matériau original adapté qu'était le roman graphique. Le ralenti rapprochait les cadres du film aux vignettes de la BD. C'était pas du génie, mais au moins, c'était cohérent. Mais là, le mec, il a réussi à vider de toute substance le seul truc pour lequel il était connu. Mais c'est fou! Il met des ralentis n'importe où et n'importe comment. Regardez là! Mais qu'est-ce qu'on s'en fout qu'elle se colle contre un mur? Ça méritait franchement d'étirer le temps comme ça? On dirait sincèrement que Snyder, il sait pas ce qu'il fait. Et c'est une première. Moi, j'avais jamais eu ce sentiment de roue libre absolue dans sa réalisation jusqu'à présent. Et attention, je le répète, je ne me permets de le critiquer que parce qu'il n'a pas arrêté de répéter qu'il avait eu carte blanche. Et pourtant, on apprend qu'il y aura une director's cut. Mais de quoi? Parce que du coup, à quel niveau est-ce que ça va changer? Je vous jure, je comprends rien. Mais vu ce qu'est Rebel Moon à l'heure où je vous parle, c'est pas de la violence plus graphique et quelques scènes supplémentaires qui vont sauver le truc. Il y a un vrai problème de fond dans ce projet. Et on en arrive donc au domaine philosophique. Ce projet a-t-il un intérêt d'exister? Il en a eu un pour Netflix en tout cas, puisqu'apparemment le premier film a été un vrai succès en termes de vues pour la plateforme. Après bon, on a juste accès à ce qu'ils veulent bien nous dire, donc à prendre avec des pincettes. Mais figurez-vous qu'à titre personnel, je vois tout de même un intérêt à l'existence de Rebel Moon. C'est que nous sommes tout simplement en face des deux plus gros nanars du début du 21e siècle. C'est un projet que je pense honnête de la part de son réalisateur. Il a tout simplement essayé de faire deux bons films. C'est raté dans les grandes largeurs, et je pense qu'il sera difficile dorénavant de ne pas dire que c'est un immense tâcheron, mais je respecte sa démarche. Et ce sont deux films qui m'ont franchement fait rire, devant tant de nullité boursouflée, pleine de moyens mal utilisés et de dialogues insipides. J'en suis le premier surpris, mais j'ai une espèce de sympathie morbide pour Rebel Moon. Même si je le reverrai plus jamais de ma vie, faut pas déconner. Le projet remplit donc toutes les cases du nanar. Du get funky, un peu de Z-Food, un canapé, et je pense que vous avez tout pour passer une excellente soirée entre amis. Ceci étant dit, reste ce qui est le plus important à mes yeux.
C'est deux questions que je pose à chaque fois que je vois, lis ou entends une œuvre. Quel est le propos qu'elle tient et est-ce que j'ai appris quelque chose à son contact? Pour la première question, c'est assez basique. Le fascisme, c'est mal. C'est très vrai. Il faut se rebeller et être prêt à se sacrifier contre toute autorité malfaisante. C'est tout à fait vrai aussi. Et nous sommes plus forts unis avec l'aide du pouvoir de l'amitié et de l'amour. Évidemment! Bon, par contre, on le sait depuis très longtemps grâce à des œuvres bien mieux écrites ou mises en scène. Donc merci beaucoup, mais ça valait franchement pas le coup de faire tout ça pour ça. Et quant à savoir si j'ai appris quelque chose, du fait de l'inanité du propos, la réponse est non. Clairement. Je n'ai rien appris sur l'humain, les rapports de pouvoir ou que sais-je. Je n'ai pas assisté à une seule scène d'action avec un procédé technique ou de mise en scène à tant soit peu novateur. C'est trop long pour ce que le film est, et c'est trop court pour ce que l'histoire et l'univers auraient voulu être. Et clairement, ce Rebel Moon aurait mérité d'exister s'il avait eu plus d'ampleur, s'il avait exploré son lore qui se voulait ambitieux. Sauf qu'on en est resté au niveau d'une petite histoire entre une communauté de fermiers et un contingent de soldats. Un déluge de moyens, de bruit, de fureur, pour une histoire qui tient en une ligne. Au final, j'y ai vu que de la répétition, des références éculées sans grande saveur, et les films n'ont même pas le mérite d'être une petite production faite par un jeune réal. Ça aurait clairement changé ma vision de la chose. Mais non, rien. Donc à part l'aspect nanardesque, Rebel Moon est inutile. Et je sais que certains d'entre vous vont me dire que ce n'est pas le rôle de ce genre de film, mais je l'ai déjà dit, je le répète, toute création se doit de proposer un minimum pour nous réveiller. Même une micro-étincelle de quelque chose qui susciterait une connexion synaptique. Ça suffirait au moins à justifier son existence. Merci pour votre écoute, citoyennes et citoyens. Je suis navré de vous avoir encore parlé de quelque chose de pas très bon, mais je le répète, je vous parle souvent de choses que j'aime, à commencer par le nouveau format Mass & Cult, où je parle des séquences classiques de la science-fiction. Parce que j'en vois râler comme quoi je n'aime plus rien, hein. Mais bizarrement, vous allez moins les regarder, ces vidéos où je parle de films cultes que j'aime d'un amour passionnel. Où l'algo de YouTube ne les pousse pas. De toute façon, on n'a jamais su comment ça marchait ce truc-là. En tout cas, allez y jeter un œil si ça vous branche. Je vous rassure, il y a plein de choses récentes que j'adore, sauf qu'ici, on parle que de science-fiction. C'est là qu'est le souci. C'est que vous n'êtes témoin que d'une infime partie des œuvres culturelles dont je me nourris, et en dehors de la SF, il y en a plein que je kiffe. Et tout va bien, il y a quand même encore de la science-fiction de qualité, et j'espère bientôt vous en parler, notamment une petite série d'animations absolument merveilleuses que vous avez été nombreuses et nombreux à me proposer en commentaire. Merci pour votre soutien, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si c'est pas déjà fait, et surtout à nous soutenir sur Tipeee si vous estimez que le Nexus 6 doit continuer à voler. Soleil sur vous, et à très bientôt sur le Nexus 6. Ciao.